Je ne rentre pas dans le détail d'aujourd'hui, même si je vous recommande tous de lire le livre d'Antoine qui résume assez bien ce que j'avais modestement essayé de dire à Tourcoing cet été, c'est-à-dire que le travail est rémunérateur, il était plus rémunérateur qu'avant, mais il ne paye plus au sens où il ne permet plus aux gens de pouvoir s'en sortir et d'avoir un avenir meilleur. Je pense que c'est l'objet de ce matin. Je n'y reviendrai pas. Peut-être le but de Populaire, dont vous trouverez des bulletins d'adhésion sur votre chaise, voilà, n'hésitez pas, à votre bon cœur. C'est un lieu de réflexion pour justement porter de nouvelles idées, de les trouver, de les porter dans le débat public. Le constat que je fais, que nous faisons, on a un certain nombre ici à le faire, c'est que voilà, si on laisse ce gouvernement gouverner, gérer les affaires courantes, et il le fait comme il le peut, il faut se projeter sur l'avenir, quelles que soient les échéances, et pas simplement électorales, pour essayer de concurrencer les deux forces révolutionnaires qui nous entourent, une force d'extrême droite et une force d'extrême gauche, qui malgré tous les défauts qu'elles peuvent avoir, et si vous êtes là, c'est que vous pensez qu'elles ont des défauts, donnent un récit nouveau à la France, et racontent une histoire de la France qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui plaît, qui encourage, et au nom des idées, encore plus que des personnes, fait bouger des masses importantes, notamment la jeunesse, mais pas que. On voit désormais que le monde du travail est très attentif à un certain nombre de discours extrêmes, et que nous, malheureusement, quand je dis nous, c'est une partie du bloc central, nous ne portons plus ce projet, ou ce récit, ou ces idées nouvelles. Et je pense que le travail qu'on doit faire lorsqu'on n'est plus en responsabilité d'action, comme quand on est ministre, qui prend évidemment beaucoup de temps, c'est de prendre ce temps de la réflexion et de trouver le point de gravité de la population. Et je pense malheureusement que ce qui avait fait le sel, alors des campagnes précédentes, on peut penser à Nicolas Sarkozy en 2007 ou à Emmanuel Macron en 2016, comment on retrouve le point de gravité d'une population, le travailler plus pour gagner plus en 2007, ou tout simplement l'assignation à résidence ou la révolution, c'était le titre du livre du président en 2016, nous ne l'avons pas trouvé. Et nous sommes désormais assez éloignés d'une partie de ce que pense la population française. Et c'est sans doute une des raisons des revers électoraux et une des raisons du désenchantement pour ce que nous représentons. Et pourtant, notre responsabilité elle est immense, parce que devant ces deux forces révolutionnaires de chaque côté, qu'il ne faut pas simplement mépriser par principe, nous devons nous aussi proposer ce discours construit qui correspond au monde d'aujourd'hui, avec évidemment des convictions. Et c'est l'éternel combat de la politique entre les convictions personnelles, ce que pensent les gens et comment on les amène vers une pensée construite, complète, qui apporte un récit pour notre pays. En un mot, il y en a marre de dire aux gens il faut voter pour nous parce qu'il faut voter contre eux. Je pense que ça, ce discours est extrêmement limité désormais. Il faut proposer quelque chose, un projet, un récit positif. Et si très modestement Populaire peut y contribuer par la multiplication des rendez-vous partout sur le territoire national, j'en serais très heureux. Merci d'être là très nombreux ce matin. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné, notamment Grégory Canal et toute son équipe qui nous a accueillis ce matin. Et je remercie évidemment la terrasse qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, en quelques mots. On est près d'école militaire, et dans l'école militaire, il y a école, donc on est là pour apprendre à écouter, mais on est aussi là militaire, cher Stéphane, pour tenir les horaires. Tout le monde a beaucoup de travail ce matin, donc à 9h30, je propose qu'on mette fin à ce petit déjeuner. Et je dirai un petit mot de conclusion, et on se reverra très bientôt. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Cher Gérald, tu as placé les... Ça fait discothèque. Un peu d'eau. Un peu ça. Oui, on m'entend mieux. Voilà. Donc tu as placé le thème du travail comme le premier thème de nos réflexions. C'est un thème qui a valeur d'évidence, tant il occupe une place importante dans notre vie au quotidien. Sorti un chiffre, 39,8 heures sont consacrées en moyenne au travail pour un salarié en équivalent temps plein. C'est vous dire l'importance de ce thème. Et le travail, il est aussi au cœur de notre pacte social avec une double promesse, l'émancipation et également l'intégration. Et pourtant, il n'a jamais été aussi questionné qu'aujourd'hui, ce pour trois raisons essentielles. Le travail, tu l'as dit, cher Gérald, qui ne paye plus. Donne juste quelques chiffres assez éloquents, c'est ce que avait dit le ministre à Tourcoing.
ont doublé notre niveau de vie en 15 ans de travail entre 1950 et 1980, en 40 ans entre 80 et 2010, et aujourd'hui il nous faudrait plus de 80 années pour doubler notre niveau de vie. Derrière cela, il y a une deuxième raison, c'est que le travail forcément est questionné. On a une perte de sens du travail. Et il n'y a qu'à voir un sondage IFOP qui est paru en 2022. Seulement un salarié sur 5 accordait une place très importante au travail dans sa vie. Et depuis 10 ans, 2 fois moins de salariés se disent fiers de leur travail et de leur entreprise. Ça veut dire quelque chose. Et puis la troisième raison, c'est que le travail aujourd'hui porte à bout de bras notre modèle social. Il n'y a qu'à voir notre système de répartition. Alors, en 2002, on avait 2,1 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs. Et il y a des projections sur 30 ans, on tombera à 1,3 actifs. Alors, Antoine, vous vous êtes interrogé dans votre ouvrage sur cette thématique travail. Je vais vous présenter très brièvement. Vous avez eu différentes responsabilités qui vous ont permis d'avoir une réelle expertise en la matière sur la question du travail. Vous avez été successivement administrateur de la Commission des affaires sociales du Sénat, cette haute institution, chère à mon cœur. Vous avez été conseiller technique du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, vice-président de Schneider Electric France, directeur de cabinet de Madame la ministre du Travail entre 2017 et 2020. Vous avez également exercé des fonctions au MEDEV entre 2012 et 2016, et aujourd'hui vous êtes actuellement l'actuel dirigeant du cabinet Quintet. Et dans votre ouvrage, juste pour introduire votre propos, vous faites une série de constats à partir d'une analyse très fine des données mises à vos dispositions, et vous cassez un peu les idées reçues sur le travail. Premier constat, vous dites que le travail n'a jamais été aussi bien rémunéré, et pourtant, il ne permet plus de changer de niveau de vie. C'est un peu mon propos introductif. Mais que contrairement aux idées reçues, nous ne travaillons pas moins qu'avant, en tout cas pas moins qu'il y a 20 ans, puisque nous sommes à 1600 heures par an. Et de surcroît, vous dites que les récentes réformes, notamment la réforme de notre système de retraite, nous amènera à travailler davantage au cours d'une vie que les générations précédentes. Le troisième constat, vous dites, nous ne travaillons pas moins que nos voisins européens. Néanmoins, nous arrivons plus tard sur le marché du travail et nous en sortons beaucoup plus tôt. Et puis, vous ne validez pas l'hypothèse de la théorie de la fin du travail, même si il y a une moindre adhésion, et ça se voit dans les sondages, au travail, une contestation plus vive qu'il y a 20 ans, mais vous observez dans le même temps une capacité de tout à chacun de s'investir et de se donner dans un travail qu'il aura choisi. C'est à partir de ces constats, et je vais vous laisser la parole, que vous dressez plusieurs pistes innovantes pour véritablement sortir du travail qui ne paye plus. On va vous écouter. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je suis très, très heureux, très honoré d'être avec vous ce matin. Dire peut-être quelques mots sur le constat, et puis tout de suite enchaîner sur les propositions pour échanger avec vous, parce que c'est le plus important et le plus intéressant, je pense, ce matin. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur, il y a 2 ruptures en fait qui se produisent sur le marché du travail et auxquelles sont confrontés les gens qui bossent aujourd'hui, qui sont une double rupture par rapport à 1945. La première, c'est que c'est pas excessif, démagogique, populiste, tout ce qu'on veut, de dire que le travail ne paie plus. Si on dit que le travail ne paie plus, ça veut dire que les gens qui travaillent aujourd'hui ne sont la première génération depuis 1945 qui n'améliorent plus leur niveau de vie en travaillant. Et ça, on le voit c'est pas qu'un sentiment, c'est dans les enquêtes de l'IFOP, etc. Mais c'est aussi dans les réalités statistiques de l'INSEE, les séries longues. C'est-à-dire depuis 15 ans, le pouvoir d'achat, il augmente en moyenne du travail, il augmente en moyenne de 0,8% par an. C'était 5% par an dans les 30 glorieuses et encore 2% par an entre 1980 et 2010. Donc il y a vraiment une rupture.
Et c'est pas incompatible, vous l'avez rappelé, avec le fait que 1 heure de travail ou 1 semaine de travail ou 1 mois de travail permet d'acheter plus de choses qu'avant. Je prends l'exemple dans le bouquin par exemple du litre d'essence. Avec 1 heure de travail au SMIC, aujourd'hui on achète 3 fois plus d'essence qu'il y a 20 ans. Mais ce qui change, c'est que ça progresse plus et qu'il y a une forme de rupture dans la promesse du travail qui était de vivre de mieux en mieux grâce à son travail année après année, et ça c'est fini. La deuxième, provisoirement en tout cas c'est fini depuis 15 ans. La deuxième rupture importante, c'est que la durée du travail, elle, diminuait de génération en génération. On travaillait 2200 heures au-delà juste après la guerre, et de chaque génération travaillait un peu moins que la précédente. Et ça c'est fini aussi, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur un plateau, sur la durée annuelle du travail, et on est reparti dans l'autre sens sur la durée de vie, la durée du travail pendant la vie. On travaillait 37 ans, il fallait travailler jusqu'à 37 ans et demi, jusqu'en 1993 pour partir à la retraite. Aujourd'hui, c'est 42 ans, 43 ans, 27, et c'est pas fini, et tout le monde le sait. Et donc on est reparti dans l'autre sens, de sorte qu'on peut dire qu'il y a eu 60 années dans lesquelles il y avait un contrat social fondé sur le travail, où on vivait, c'est pas excessif de dire, c'est les stats de l'INSEE plus que vivaient les gens. On vit pendant 60 ans en France, on vivait de mieux en mieux, en travaillant de moins en moins, grâce à un travail de plus en plus productif. Et ça, c'est fini. Les gens qui bossent aujourd'hui, c'est les premières générations depuis 45 qui vont devoir travailler autant, voire davantage que leurs parents, sans avoir l'espérance de vivre beaucoup mieux qu'eux. Et il me semble que c'est ça le cœur de la question sociale de notre pays aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, si on veut essayer de s'en sortir, parce qu'un pays qui est dans cette situation-là, c'est pas un pays qui prépare bien l'avenir. Il faut très rapidement analyser les causes pour passer tout de suite aux solutions, parce que c'est là où évidemment le débat est le plus intéressant. Il me semble qu'il y a 3 causes par rapport à ça. Il y en a une multitude, hein, mais les 3 plus importants, c'est les suivantes. C'est 1, ça fait mal au cœur de l'admettre, mais la désindustrialisation, c'est-à-dire malgré le fait que depuis quelques années, oui, on a stoppé la désindustrialisation, ça c'est vrai, ça se voit dans les stats, mais on n'est pas reparti non plus sur une courbe très ambitieuse en termes de recréation d'emplois industriels. Et donc là, les stats du point de vue des gens aussi, il faut toujours partir, c'est ça qui est intéressant sur les séries longues de l'INSEE, parce que ça permet d'avoir un regard historique de génération en génération. Il y a 40 ans, il y avait 4 actifs sur 10, 4 gens qui bossaient sur 10, ils bossaient dans l'industrie. Et ça permettait d'irriguer tous les territoires, toutes les familles de boulot qui permettaient année après année d'être de mieux en mieux payés. Aujourd'hui, c'est 1 sur 10. Et une stat qu'on n'a pas assez, me semble-t-il, en tête, c'est la part de l'industrie manufacturière dans le PIB. C'est-à-dire quand on enlève l'énergie, l'industrie manufacturière, c'est juste quand on produit des choses. Là, on est avant-dernier d'Europe, c'est-à-dire on est en pourcentage de PIB, on est au même niveau que Chypre et que la Grèce. Donc on est l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. C'est ça la première cause, parce que c'est l'industrie qui fait les gains de productivité et qui fait l'augmentation du pouvoir d'achat année après année. Première cause. La deuxième cause, c'est ça aussi, ça fait mal au cœur de l'admettre comme français, mais on a dégringolé au classement des compétences dans la compétition mondiale. C'est-à-dire, c'est aussi vrai, c'est connu sur les élèves, les classements PISA. C'est moins connu sur les actifs, mais sur les actifs, on est au même niveau que les élèves. C'est normal, les actifs, c'est les élèves 20 ans plus tard, souvent. Et là, on est 25e, 27e depuis une quinzaine d'années. Et je prends une métaphore dans le bouquin, en Coupe du Monde des compétences, ça fait 3-4 Coupes du Monde qu'on va plus en 8e de finale, quoi. Et c'est ça notre niveau en termes de compétences. Je vous dis de façon d'une autre manière, il y a 25 autres peuples dans le monde qui en moyenne, tout ça c'est des moyennes, hein, c'est la force et la faiblesse des stats, mais en moyenne il y a 25 autres pays dans le monde qui sont maintenant plus compétents que les Français. Il n'y en avait même pas 4 ou 5 il y a 40 ans. Ça ne veut pas dire qu'on régresse, mais ça veut dire que les autres ils vont plus vite que nous et ils progressent plus vite et ils investissent davantage dans l'éducation et les compétences. Et la troisième cause, troisième cause, c'est que, même si c'est un peu excessif de le dire comme ça, globalement c'est vrai, on a fait un choix anti-travail au sens où on a demandé uniquement aux travailleurs de financer nos dépenses sociales supplémentaires depuis 40 ans,
Parce que depuis 40 ans, ce qui augmente dans les dépenses publiques, ce n'est pas les dépenses de justice, de sécurité, d'éducation, de recherche, d'université, etc. C'est les dépenses sociales. Et dans les dépenses sociales, les dépenses de retraite, essentiellement, et les dépenses d'assurance maladie, un peu de solidarité. Et nos 320 milliards de dépenses par an supplémentaires par rapport à il y a 40 ans, c'est les travailleurs, et uniquement les travailleurs, travail et entreprise, hein, qui les payent. Et donc c'est ceux qui gagnent leur argent en travaillant, et pas ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant, qui financent nos dépenses supplémentaires. Une fois qu'on a dit ça, je vais tout de suite sur les pistes. Mais c'était important de refaire, je pense, un détour par le diagnostic, parce que si on veut avoir une chance, me semble-t-il, de traiter enfin le problème, il faut poser un diagnostic très fin, enfin en tout cas le plus fin possible, parce que là aussi je pense souvent à une métaphore médicale par rapport à ça. Si vous voulez avoir vraiment une chance de traiter une maladie, il ne faut pas se planter sur le diagnostic, sinon si vous plantez de traitement, vous n'avez aucune chance de guérir la maladie. Donc le diagnostic, même si ça prend du temps, c'est vraiment absolument essentiel pour ensuite construire les bonnes propositions. Donc sur les propositions, il y a le court terme et le long terme. Je dis un mot rapidement du long terme quand même, parce que, à mon humble avis, s'il fallait faire qu'une seule chose du point de vue de l'intérêt général de la France, si on était obligé de choisir entre tout, c'est le long terme qu'il faudrait privilégier, c'est-à-dire la réindustrialisation et l'investissement dans l'innovation et les compétences, parce que de façon durable, il n'y a pas d'autre alternative que celle-là. C'est-à-dire, on ne retrouvera jamais dans notre pays un travail qui paye au sens où qui permet d'améliorer son niveau de vie régulièrement, année après année, si on ne réindustrialise pas et si on ne relève pas notre niveau de jeu en termes de compétences au niveau mondial. Sauf que ça ne prend pas des années, ça prend des décennies. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on s'est désindustrialisé et ça fait une grosse vingtaine d'années qu'on chute dans les classements en termes de compétences. Et donc, je pense qu'il ne faut pas raconter de crack. La durée qui est celle de notre désindustrialisation et de notre chute dans les compétences, ça sera grosso modo la durée dont on aura besoin pour remonter au classement, et en industrie et en termes de compétences. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire, me semble-t-il, d'un point de vue politique, j'arrive au court terme et aux propositions immédiates, on ne peut pas dire, bah écoutez, on a bien, aux Français, on a bien identifié le sujet, hein, c'est l'industrialisation, la baisse de niveau de compétences, etc. Mais vous savez quoi, ça va mettre 20 ans ou 30 ans avant que ça touche des millions de personnes, je ne dis pas certains territoires ou quelques centaines de milliers de personnes, mais que ça touche la masse de la population, et donc on en reparle dans 20 ou 30 ans. Ça, c'est juste pas possible. Et donc il faut des solutions de court terme aussi. Et à court terme, ce qu'on appelle court terme, c'est sous quelques années, hein, c'est pas forcément quelques mois, mais quelques années. Le seul levier, me semble-t-il, qui nous reste pour que ça soit massif, c'est de réduire l'écart entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent sur leur compte, c'est-à-dire l'écart entre le brut et le net. Parce que là aussi, j'essaie de montrer dans le bouquin que les salaires en France, en réalité, ils ne sont pas faibles. Les gens gagnent de l'argent et les entreprises payent bien les salariés. Mais le problème, c'est ce qui reste à la fin sur le compte en banque des gens qui bossent, et c'est surtout vrai pour les salariés et les fonctionnaires, un peu moins vrai pour les indépendants, mais vrai pour les indépendants aussi quand même, c'est l'écart énorme qu'il y a entre les deux. Je prends juste un exemple. Le salaire médian en France, 50% de gens qui gagnent plus, 50% de gens qui gagnent moins, c'est 2091 € net. Mais quand vous gagnez quand vous avez sur votre compte 2091 € net qui arrivent sur votre compte comme salarié, en réalité, vous en avez gagné 3600. C'est-à-dire, pour avoir 2091 € net qui arrivent sur votre compte, il faut en gagner 3600, et ça peut être pire s'il y a certaines mesures du budget qui sont votées l'année prochaine. Donc, l'écart peut être, pardon pour le... Voilà, donc, mais comme on parle de l'actualité, il faut parler de ça aussi. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est réduire évidemment cet écart entre ce que les gens gagnent en vrai et ce qu'ils ont en vrai sur leur compte. Pour faire ça, si on veut vraiment que ça se voit dans la vie des gens et que ce ne soit pas simplement une mesure où on dit, bon, symboliquement, on a fait ça et c'est important
et donc ça fait plus 2% par-ci, moins 3% par-là, mais en fait, les gens ne voient pas vraiment la différence dans leur vie. Il faut que ça soit massif. Et pour que ça soit massif, il faut que, me semble-t-il, hein, ça s'étale sur plusieurs années, ça soit visible et que l'immense majorité des travailleurs le voient. Donc, immense majorité des travailleurs, ça veut dire que ce n'est pas seulement les salariés, il y a 30 millions d'actifs en France, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants. Il faut que ça concerne tout le monde, premier point. Et deuxième point, encore une fois, il faut que ça soit quelque chose de substantiel. Donc la proposition que je fais dans le bouquin substantielle, c'est 100 milliards d'euros qui ne seraient pas donnés, mais qui seraient rendus aux travailleurs, c'est-à-dire qu'on l'en prendrait en moins, sur 5 ans, donc de baisse de charges salariales. Donc ça garantirait une évolution du pouvoir d'achat de 2% par an pendant 5 ans. Et si on rajoute, si les entreprises jouent le jeu, c'est-à-dire qu'elles augmentent les salaires, pas plus que les années précédentes, mais comme les années précédentes, du coup ça fait une augmentation de salaire autour de 5-6% par an pendant 5 ans pour la majorité des gens, avec du coup un pouvoir d'achat qui augmenterait autour, je donne les ordres de grandeur, parce qu'évidemment tout ça c'est pas scientifique, c'est des ordres de grandeur, mais l'avantage des ordres de grandeur c'est que c'est globalement juste, ça ferait à peu près 2 à 3% d'augmentation de pouvoir d'achat par an pendant 5 ans, c'est-à-dire un truc qu'on n'a pas connu en France depuis 50 ans. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est super, mais comment on finance? Parce que 100 milliards d'euros, ça fait 10 points de cotisation. Un point de cotisation sur salaire indépendant et fonctionnaire en France, c'est un tout petit peu moins que 10 milliards, donc j'arrondis à 10 milliards. Comment on finance ça? J'écarte une hypothèse, non pas qu'il faille l'écarter par principe, mais parce que en tout cas, moi, je ne sais pas faire à ce stade, c'est parce que j'ai des discussions aussi beaucoup là-dessus sur il faut le faire par une baisse des finances publiques. Fine, mais si on fait par une baisse des finances publiques sur 100 milliards d'euros, il faut dire où est-ce qu'on l'a fait. Et me semble-t-il, on ne peut pas le faire, mais on aura la discussion, mais on ne peut pas baisser les dépenses publiques de 100 milliards d'euros sans changer de modèle social. Parce qu'en fait, plus de la moitié de nos dépenses publiques, c'est sur le modèle social. Et donc, si on supprime un organisme par-ci, 100 000 fonctionnaires par-là, et même un niveau territorial, hein, vous arrivez à la fin, au mieux, à quelques milliards ou quelques dizaines de milliards d'euros, mais ça ne fait pas le compte sur 100 milliards. Donc, la réalité sur les ordres de grandeur, c'est qu'on est obligé de toucher au modèle social si on veut diminuer autant. Et donc, comme je ne rentre pas dans ce sujet sur le bouquin, je dis à modèle social constant, comment on pourrait retrouver un travail qui paye plus? Donc ça veut dire qu'il faut aller les chercher ailleurs, ces 100 milliards. Et là, concrètement, la ligne de partage que je propose, c'est de mieux répartir les dépenses entre ceux qui gagnent leur argent en travaillant et ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant. Et donc concrètement, c'est quoi? Ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant, ça va sans doute faire réagir, mais c'est factuel. Et puis j'ai dit à monsieur le ministre que je dirais les choses telles qu'elles sont écrites sans filtre. Donc c'est 3 catégories de population: les rentiers, les retraités, les héritiers. Donc comment est-ce qu'on pourrait répartir ça, les 100 milliards d'euros? Pour pas que ça massacre un type de population, il faut, me semble-t-il, équilibrer les efforts entre les autres populations de façon équitable ou la moins inéquitable possible. Donc, je commence sur et puis j'en terminerai par là, mais sur le détail de chacun et l'argumentation. Donc, les rentiers. Pourquoi il y a une objection? Le rentier, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente la fiscalité du capital. Bon, et notamment le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Il y a des débats dans la majorité là-dessus, très sains, me semble-t-il. Il y a une objection à ça, qui est une objection qui est super forte, hein, et qu'il faut prendre en compte, qui est que c'est super de vouloir taxer davantage le capital, mais le capital, il est mobile, donc si vous le taxez plus, il ira ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des ambitions de taxation du capital délirantes comme il peut y avoir sur d'autres bancs de l'Assemblée, parce que là, pour le coup, ça sera super contre-productif. Mais de dire, si on fait, si on passe le travail, si on baisse de 10 points le travail, la taxation du travail, elle passera en moyenne de 46 à 36%. Et donc de se dire qu'on va augmenter la taxation du capital de 30 à 36%
de façon à ce qu'il y ait effectivement une taxation égale entre le capital et le travail, c'est-à-dire du point de vue des gens, qu'on taxe de la même manière l'argent qu'on gagne en travaillant ou l'argent qu'on gagne en investissant. C'est pas vrai, je pense, le dire comme ça, c'est pas vrai que ça va faire fuir tous les investisseurs internationaux. Et j'en veux pour preuve un exemple historique, c'est que même si on passe de 30 à 36, on taxera toujours moins le capital qu'entre 2012 et 2017. Et même si la France était moins attractive qu'aujourd'hui, entre 2012 et 2017, il y avait quand même des gens qui venaient investir en France entre 2012 et 2017 et de façon massive. Donc c'est une prise de risque d'augmenter la taxation du capital dans un monde où le capital est mobile, mais si c'est fait de façon modérée avec des bons arguments, je pense que le risque se prend. Voilà, je pense que si on est honnête, on dit c'est pas sans risque, mais le risque se prend avec une évaluation à faire sans doute dans les années qui viennent en fonction de ce que ça produit. Ça c'est la première chose. Et si on fait ça, c'est-à-dire remonter un peu la taxation du capital et financier et immobilier, c'est autour d'une dizaine de milliards d'euros. Parce qu'à la fin, il faut faire l'addition et dire, ils sont où les 100 milliards, monsieur? Donc, ensuite, il y a l'héritage. Alors, l'héritage, ça aussi, toutes les enquêtes, et je le dis dans le bouquin, toutes les enquêtes montrent que les Français sont hyper majoritairement opposés à la taxation de l'héritage, pour une raison qui s'entend, et qui c'était beaucoup la raison défendue par Nicolas Sarkozy à l'époque, qui était l'héritage, c'est le fruit d'une vie de travail qu'on transmet à ses enfants, et c'est incontestable. Simplement, on est dans une... Il y a un autre argument, je pense qu'il ne faut pas nier cet argument-là, parce qu'il est vrai, et c'est ce que vivent les gens, mais il y a un autre argument qu'il faut aussi prendre en compte, me semble-t-il, qui est que aujourd'hui, et ça aussi c'est peu connu, même s'il y a un super rapport du CAE, du Conseil d'analyse économique là-dessus de décembre 2021, je dis ça pour donner les sources, pas pour faire le malin, chacun puisse vérifier, c'est que aujourd'hui il y a 60% de ce que les gens ont, de ce que nous avons, ne vient plus de notre travail ou de notre mérite individuel, mais vient de l'héritage. Donc, dit autrement, la majorité de ce que nous avons n'a plus rien à voir en France, la majorité, pas tout évidemment, heureusement, n'a plus rien à voir avec notre mérite ou notre travail, mais est due au hasard de notre naissance. Et donc, si on veut être dans une société du travail, est-ce qu'on peut accepter, enfin, est-ce que c'est compatible, je vais dire comme ça, est-ce que c'est compatible avec une répartition des richesses qui est majoritairement aveugle au travail et au mérite de chacun? Ça ne veut pas dire qu'on massacre les héritiers, etc., mais ça veut dire que peut-être que le curseur, le bon curseur, c'était 35% la part de l'héritage dans la fortune individuelle dans les années 70. On n'est peut-être pas obligé de revenir à 35%, mais me semble-t-il, à minima, c'est 50% pour qu'on puisse se dire entre Français qu'en moyenne, la majorité de ce qu'on a chacun, c'est principalement dû à notre travail et après à d'autres facteurs, mais le travail redevient la principale source de la richesse de chacun. Et donc ça conduit, la bonne nouvelle sur le patrimoine, c'est qu'il est hyper concentré en France. Je dis bonne nouvelle parce que du coup, on peut foutre la paix à 90% des héritiers, ne pas toucher à 90% des héritages et concentrer la hausse de la taxation sur les 10% des héritages les plus élevés, sans faire une taxation confiscatoire, et de façon là aussi à aller chercher 10 milliards d'euros, une dizaine de milliards d'euros par an. Sur 300 milliards de flux transmis, donc vous voyez qu'on est très loin d'avoir un truc confiscatoire si on augmente le produit des droits de succession d'une dizaine de milliards d'euros par an. Troisième chose encore plus polémique, c'est les retraités. Alors, pas tous les retraités, je sais là, j'avance sur des œufs, mais quand même j'y vais. Parce qu'il y a une forme, non pas de tabou dans la société, parce que toutes les familles en parlent. Toutes ces discussions-là, elles ont lieu. Mais évidemment, c'est compliqué parce que les personnes à la retraite aujourd'hui représentent un inscrit sur 3, un votant sur 2. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas dire la vérité. Parce qu'on ne s'en sortira pas si on ne se dit pas la vérité, je pense, entre Français là-dessus. Et donc, on peut là aussi laisser tranquille une grande majorité de retraités, parce que là aussi, les pensions sont les pensions élevées sont assez concentrées. Et donc, la proposition que je fais, c'est d'avoir une stabilisation des retraites, pas de toutes les retraites, mais des 20% des retraités les plus aisés. Pourquoi les 20%? Parce que la ligne de 20%, c'est 2 000 € de pension nette par mois par personne
Et en fait, ce sont les gens qui sont à la retraite, qui gagnent davantage à la retraite que la moitié des gens qui gagnent leur argent en travaillant. 50% des gens qui gagnent. Et donc, je veux dire, voilà, étant donné la situation, sachant qu'en moyenne, le niveau, en tout ça c'est des moyennes, mais en moyenne, le niveau de vie des retraités est plus élevé que celui des actifs aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire que les pensions, elles ne correspondent pas aux cotisations acquittées pour des raisons démographiques. C'est pas indécent, c'est même décent, légitime et d'intérêt général de demander un effort. Et ça, si c'est un effort sur plusieurs années, ça aussi c'est autour d'une quinzaine de milliards d'euros sur 3-4 ans. Et puis enfin, la dernière chose, ça veut dire, bon voilà, on est à 30, 35, 40, il manque 50, 60. Et là, je termine par là, je remets sur la table un sujet qu'on aurait dû, je pense, traiter depuis longtemps, parce que tous les pays qui ont gardé une industrie forte, ils l'ont fait et on n'a pas le choix de le faire. On peut appeler ça TVA sociale ou TVA souveraineté. Mais il y a une raison fondamentale, et puis après il y a plein d'objections sur la TVA, mais auxquelles j'essaye de répondre dans le bouquin, parce que je pense que c'est vraiment faisable. Mais il y a de toute façon une raison d'intérêt général fondamental d'accompagner un choc de pouvoir d'achat pour les travailleurs, d'une hausse de la TVA distribuée sur certains produits, et ça ne revient pas à reprendre d'une main ce qu'on a donné d'une autre, on verra dans le débat. Et cette raison fondamentale de le faire, c'est que sinon, si on fait un choc de pouvoir d'achat positif pour les travailleurs, sans avoir des mesures qui favorisent la production en France, on va refaire 1981. C'est-à-dire que l'argent qui va être rendu aux personnes pour augmenter leur pouvoir d'achat, il ne va pas servir à enrichir les économies françaises, il va servir à aggraver la balance commerciale de la France et à acheter des produits made in Asia, made in China, etc. Et on va se retrouver dans quelques années avec exactement le même problème qu'aujourd'hui, avec moins de marge de manœuvre, avec une France encore plus désindustrialisée, un endettement encore plus grand et une balance commerciale empirée. Et donc c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'il faut vraiment dire, même si c'est compliqué, dire la vérité à la population. Le choc de pouvoir d'achat, il est compatible avec l'intérêt général, à condition que cet argent-là, il soit prioritairement orienté sur tous les types de Made in France, que ce soit les services, la production, etc., mais qu'il irrigue l'économie nationale et que l'évaporation vers l'extérieur soit la plus faible possible, parce que sinon ça ne sert à rien de faire ça, on va empirer notre cas un peu plus. Voilà, j'ai essayé d'être... Et donc du coup, à la fin, ça nous fait nos 100 milliards, parce que là, si on a 4 points de TVA souveraineté, ça fait à peu près 50 milliards. Ensuite, il y a un rebouclage avec le fait qu'il y a plus de revenus, donc l'IR augmente. Et donc, on a bien nos 100 milliards d'euros qui sont financés sans donc un déficit public aggravé. Et donc, on aurait notre choc de pouvoir d'achat. Et peut-être un tout dernier mot, c'est ça, évidemment, c'est très difficile à faire. Et c'est pour ça qu'en méthode, je pense, et je m'arrête vraiment là, la solution la moins difficile, me semble-t-il, parce qu'en plus, il faut dire la vérité au pays sur ce sujet-là, c'est d'y aller par référendum. Voilà. Merci beaucoup. Donc avant de passer la parole à la salle pour qu'il y ait un débat, une interactivité, moi j'ai deux questions quand même. Dans votre ouvrage, vous évoquez aussi le fait que les salariés doivent davantage participer au capital de l'entreprise, si c'était possible. Est-ce que ça, vous pouvez développer un peu votre pensée sur ce point? Et le deuxième aspect, quand on parlait d'industrialisation, on avait un mode de management dans les années 1900-1950 qui ressemblait un peu à du paternalisme. Ça avait été évoqué à tout coin par le ministre. Le paternalisme dans l'entreprise, c'est de prendre en compte certes le salarié, mais également tout ce qui va avec. La famille, c'était la seconde famille. L'entreprise était une seconde famille, en prenant en charge les besoins sociaux, on parlait de crèches, et au-delà de ça, c'était véritablement un modèle qu'il faut peut-être repenser. Ne pensez-vous pas d'ailleurs qu'il faut repenser le paternalisme pour le 21e siècle, pour accompagner la réindustrialisation, pour fidéliser, pour limiter le turnover, mais également pour augmenter le bien-être social et augmenter la productivité au travail?
Merci beaucoup. Alors, les deux sujets, actionnariat salarié et puis paternalisme. Actionnariat salarié, oui, vous avez 150% raison, monsieur le sénateur, si je peux me permettre. Pour une raison simple, enfin pour deux raisons, pardon. La première, j'ai pas eu le temps de développer où je suis allé vite et je m'en excuse sur l'exposé introductif, mais c'est que si le travail ne paye plus, encore une fois, il faut être précis à chaque fois en disant ça, c'est au sens où il ne permet plus à la majorité des gens d'améliorer leur niveau de vie en travaillant, les stats, elles montrent, pour le dire de façon hyper simple, que ce n'est pas de la faute des boîtes. C'est-à-dire, ou pour le dire de façon technique, depuis 1945, il n'y a pas de déformation du partage de la valeur entre capital et travail en France. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE, et notamment aux États-Unis. Mais dit de façon non technique, la stabilité du partage de la valeur, ça veut dire que les boîtes, elles n'ont pas de marge de manœuvre, ou en tout cas, elles n'en ont pas plus que dans les années 50 et 60 pour augmenter les salaires. En moyenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment des cas particuliers où c'est faisable, etc. Mais en moyenne, il n'y a pas de marge. Donc, la seule marge qui reste, c'est l'actionnariat salarié. Parce que l'actionnariat salarié, c'est un partage du capital de l'entreprise qui ne dégrade pas les marges et qui a une justification aussi, je pense, et morale et sociale, parce que je pense qu'il y a des créateurs d'entreprises dans la salle, je pense qu'on a tous vécu ça, ou qu'on s'en rend tous compte au moment où on crée nos entreprises, où on devient dirigeant d'une entreprise et qu'on a des parts de capital. En fait, ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être si la boîte elle marche bien, on bascule dans, je ne sais pas si c'est la richesse, mais en tout cas on bascule dans le fait d'avoir beaucoup plus d'argent. C'est pas les salaires et c'est pas les dividendes, c'est la revente des actions, c'est la revente de l'entreprise. Et se dire que comme une entreprise, c'est pas qu'un bilan comptable, c'est des clients, c'est une réputation, c'est une aventure, c'est un potentiel, c'est un savoir-faire, etc. Et que donc les salariés, ils ont participé à ça. Il n'y a pas d'entreprise et de cette création de valeur sans les salariés. Il y a quelque chose de juste et d'équitable à se dire que ils partagent, en fait, ou ils ont une part dans cette valeur-là qui n'est pas appréciée par la comptabilité, qui n'est pas dans le salaire, qui n'est pas dans les dividendes, mais qui s'exprime potentiellement au moment où il y a tout ou partie de l'entreprise qui est vendue ou qui s'échange entre actionnaires, c'est-à-dire entre propriétaires de l'entreprise. Et ça, c'est très puissant parce que, encore une fois, ça ne dégrade pas les marges des boîtes, ça ne change rien à ça. Ça appauvrit pas les propriétaires de l'entreprise, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de passer toute l'économie française en scope, mais même quand il y a vraiment ça fait une grosse différence. Quand vous partagez quelques actions, ça répond à la question de l'attractivité, de la fidélisation. Il y a des grosses boîtes, quasi CAC 40, juste en dessous SBF 120, qui ont mis en place cet actionnariat salarié pour les cols bleus, pour répondre au turnover. Et on dit, ce qu'on fait pour les cadres qui passent d'une entreprise à une autre quand ils ne sont pas contents de leur évolution, il faut qu'on le fasse avec nos cols bleus, parce que le marché du travail est en train d'être de plus en plus tendu en France, et ça va, pour des raisons démographiques, continuer comme ça. Donc l'actionnariat salarié, c'est l'intérêt de la boîte, c'est l'intérêt général, parce que ça permet de redonner de la valeur sans dégrader les marges. Et puis, pour ceux qui sont encore sceptiques, il y a des magnifiques réussites entrepreneuriales françaises où l'actionnariat salarié, il est massif. Juste un exemple dans le bouquin, c'est Bouygues. Bouygues, c'est l'une des plus belles réussites entrepreneuriales françaises des dernières décennies. Les salariés, ils ont 20% du capital. Et évidemment, quand vous discutez avec les syndicalistes de cette entreprise-là, ce qui fait que les salariés restent, évidemment, c'est tout ce que permet l'évolution professionnelle, etc. aussi, ils sont mieux payés chez Bouygues qu'en moyenne ailleurs, mais c'est surtout l'actionnariat salarié, parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand les actions seront vendues, il y aura une hausse de niveau de vie qui est très forte, ou qui permet de réaliser des projets qui sont beaucoup plus compliqués aujourd'hui, comme des projets immobiliers, des choses comme ça. Donc oui, l'actionnariat salarié à fond. Là où je suis un plus court, c'est quelles sont les mesures qui permettraient de le favoriser de façon décisive, parce que depuis l'ordonnance de 67 de De Gaulle, honnêtement, on a mis en place, les différentes majorités ont mis en place, et encore dernièrement avec la loi Pacte de 2019, des dispositifs hyper incitatifs
Les boîtes jouent insuffisamment le jeu, c'est-à-dire qu'il y a 600 000 salariés en France qui sont actionnaires salariés sur, encore une fois, 30 millions d'actifs, un peu moins, donc ça ne suffit pas. Donc il faut peut-être avoir une discussion avec le patronat. Il y a le MEDEF à 30 mètres dans l'avenue Bosquet. Une discussion avec le patronat sur le mode, ok, on peut continuer à être incitatif encore quelques années, mais à un moment donné, il va falloir que vous y alliez quand même, parce que c'est votre levier qui permet de mieux partager la valeur. C'est juste, c'est équitable et c'est efficace. Donc voilà sur l'actionnariat salarié. Puis sur le paternalisme, en tout cas, il y a un truc à inventer. Je pense pas que ça soit le retour au paternalisme du début 20e, fin 19e. En tout cas, il y a quelque chose à inventer dans les entreprises pour prendre mieux soin des salariés. Mais je pense que ça ne peut pas aller à contre-courant des évolutions sociétales qui sont notamment l'individualisme. Et donc il faut plutôt partir de la réalité de notre société, je pense, pour équiper les gens tels qu'ils sont, et pas leur demander d'être autrement qu'ils sont. Et pour être concret là-dessus, me semble-t-il, c'est accorder de nouveaux droits qui correspondent aux aspirations majoritaires des individus d'aujourd'hui. Je donne un exemple cher à mon cœur, mais je pense quand même qu'il est pertinent, même s'il est un peu subjectif. Mais c'est les droits à la formation, parce que, et par exemple notamment la dotation ou l'abondement du compte personnel de formation. Je dis ça parce que la formation, dans l'état actuel, même aujourd'hui, l'une des seules manières qu'on a de changer de niveau de vie en travaillant, c'est de changer de métier et de se former. Donc ça, les boîtes, elles peuvent faire ça. Elles peuvent accompagner les évolutions internes ou externes de leurs salariés grâce à la formation. Et on a quand même un dispositif ou un outil qui coûte un peu d'argent, mais parce qu'il est populaire, justement, et qui est magnifique parce que tous les salariés français, et même les actifs, même si c'est surtout les salariés, ont un compte personnel de formation. Et donc, techniquement, c'est facile pour l'entreprise de donner, d'abonder le compte personnel de formation des salariés pour les yeux dans les yeux, lui dire, chez nous, ok, on ne peut pas augmenter beaucoup les salaires pour des bonnes raisons objectives. Il y a des évolutions professionnelles, peut-être pas celles que tu souhaites, mais par contre, on peut te payer une formation qui, si tu l'utilises, va te permettre de changer ta vie et de choisir un autre métier ou d'évoluer professionnellement. Et l'avantage encore, Bercy, je pense que ça va rester comme ça parce qu'il y a pas de raison comptable, mais c'est que l'avantage du compte personnel de formation, c'est 1 pour 1, c'est-à-dire c'était comme la prime de partage de la valeur avant. Si vous mettez 1 euro, il y a 1 euro pour le salarié, alors que vous savez, sur le salaire, sur les jusqu'à 2000 euros, en gros, en tant qu'employeur, on met 4 euros, à la fin, il y a 1 euro pour le salarié. Donc l'avantage aussi du compte personnel de formation, c'est 1 pour 1, et donc c'est rentable pour tout le monde. Et puis, juste une dernière chose là-dessus, je pense que c'est vraiment une évolution fondamentale, et ce qui me fait un tout petit peu mal au cœur là-dessus, c'est qu'il y a une boîte qui a vraiment compris ça à fond, et qui axe toute sa communication de recrutement là-dessus. Et ce qui fait un tout petit peu mal au cœur, je vais le dire comme ça, mais c'est Amazon. Parce que vous avez peut-être vu les publicités qu'il y a un peu partout, et en gros, les pubs, elles disent « Venez chez nous, on va vous payer vos études ». Et techniquement, c'est quoi? C'est au bout de 4 ans, Amazon abonde votre compte personnel de formation, pas de façon symbolique, hein, autour de plusieurs milliers d'euros, de façon à ce que vous, salariés, vous puissiez vous payer, grâce au CPF, les études que vous voudriez faire et que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez plus jeune. Et donc, la boîte qui change la vie des salariés en leur payant là une formation, je pense que ça c'est une piste d'avenir, ça pourrait être ce qu'on pourrait appeler un paternalisme du 21e siècle. Merci Antoine, on va passer, on a 40 minutes, un petit peu moins d'échange, donc on a le temps, merci beaucoup. Moi j'avais 2 questions un peu provocantes comme tes propositions, parce qu'elles sont très intéressantes mais électoralement un peu suicidaires. C'est je vois la tête des parlementaires qui me regardent. Mais on est là pour discuter et c'est très important parce que je pense que le constat que le travail ne paye pas, c'est le constat de travailleurs qui vont voter de plus en plus pour les extrêmes ou qui ne vont plus voter, en tout cas qui ne votent plus pour les partis de gouvernement, et donc nous perdons notre base électorale. Donc ce que tu dis, c'est pas simplement bon pour la société, mais en politique, c'est aussi un constat de défaite. Ne rien faire nous amène à la disparition. Faire quelque chose, je ne sais pas si ça nous y amène aussi, en tout cas ça correspond à un constat, et je pense que ce que tu dis, on le vit tous, notamment ceux qui ont des circonscriptions
ouvrières et beaucoup d'employés et de salariés. Comment tu trouves 100 milliards? C'est intéressant le calcul que tu fais. Il y a peut-être d'autres alternatives. Notamment, tu dis sur le compte en banque directement le salaire. Donc le salaire, c'est à la fois le brut et le net retiré des cotisations et des charges, puisque notre système social est très dépensier, puisque sur 100 euros de dépenses publiques, tu l'as très bien dit, c'est plus de 50 euros de dépenses sociales, largement plus de 50 euros de dépenses sociales. Donc l'État, c'est assez peu de choses finalement, 30%. Mais il y a le net après le brut, et maintenant il y a le net-net. Grâce à l'impôt à la source, les gens voient, grâce ou à cause, c'est comme vous voulez, les gens voient ce qu'ils payent en impôts État. Et il y a une manière très simple d'augmenter les salaires des personnes, sans embêter les entreprises, c'est de diminuer la part de l'impôt sur le revenu que payent seuls les gens qui bossent, ou les personnes qui ont un revenu important, comme les retraités qui paieraient l'impôt sur le revenu. Je rappelle que moins de 50% de la population paye l'impôt sur le revenu. Mais si je baisse très fortement l'impôt sur le revenu, 2 mois plus tard, puisqu'il faut mettre 2 mois grosso modo pour que votre taux d'impôt s'actualise, on voit l'augmentation de salaire, qui n'est pas ce que les caisses sociales ont fait comme effort, ou les rentiers, les héritiers, les retraités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à des thèses, mais on voit que la masse est très importante. Mais si l'État baisse la masse d'impôt sur le revenu, notamment sur certaines tranches, automatiquement et immédiatement, les salariés verront une augmentation de leur salaire qui sera de l'ordre de 5-6% si on met des masses très importantes. Aujourd'hui, l'IR, c'est un peu plus de 70 milliards d'euros. Ça a peut-être un peu augmenté depuis que je suis plus ministre des comptes publics, mais entre 70 et 80 milliards. On sait tous qu'il est très concentré sur les dernières tranches. Bon, là, nos amis du RN de la France Insoumise se sont occupés des dernières tranches récemment. Bon. Mais si on prend les tranches intermédiaires, c'est pour ça qu'à mon avis, ils s'y prennent très mal, et qu'on baisse de 15, 20, 30 milliards, la question se pose même de la suppression de l'impôt sur le revenu. En tout cas, de la suppression pour un certain nombre de tranches, on augmente automatiquement le salaire net des salariés sur les comptes en banque, sans créer peut-être les discordances que tu évoquais. Donc ma première question, c'est, je ne rééquilibre pas le capital et le travail, comme tu le dis très justement, en augmentant la fiscalité du capital, mais je pourrais rééquilibrer le capital et le travail en supprimant l'impôt sur le revenu, ou en tout cas en le diminuant très fortement dans les tranches qui correspondent aux salariés, aux ouvriers qualifiés, des gens qui gagnent plus de 1800, 2000 euros par mois, en se disant, bah voilà, très concrètement, l'État peut faire quelque chose pour moi et donne envie de croire en la politique. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que 10, 15, 20, 30, 40 milliards, peut-être la moitié de l'impôt sur le revenu, peut être supprimé pour répondre à ta problématique du travail qui paye? La deuxième remarque, c'est qu'on peut aussi augmenter la masse de travail. Alors je sais bien que quand je dis à la télévision il faut travailler davantage, il y a plein de gens qui disent mais moi il est vachement gonflé, Darmanin, moi je travaille beaucoup, puis c'est encore moi qui ai bossé pour les autres, puis les autres bossent pas. Bon, je vois très bien. Mais la vérité, d'ailleurs Stéphane l'a dit dans ta présentation, c'est que notre assiette de travail elle est plus petite qu'ailleurs. Si nous avions le même taux d'emploi qu'en Allemagne, on n'aurait pas les problèmes de finances publiques de la France. Parce qu'on aurait augmenté le nombre de cotisations. Ça c'est un deuxième accord qu'on a avec deux autres parties d'hémicycle. Mais plus les taux sont bas, plus l'assiette est grande, et plus les taux sont hauts, plus l'assiette se réduit. Là, on peut augmenter l'assiette en travaillant davantage. Alors, il y a travailler davantage, réforme des retraites. Édouard Philippe propose 67 ans, par exemple. Bon, ben, on augmente le nombre de cotisations, on augmente le nombre de recettes. Alors, le régime des retraites est déjà structurellement déficitaire. On peut imaginer que cet argent en plus serve à baisser la cotisation de ceux qui bossent aujourd'hui. Il y a un deuxième sujet, c'est le temps de travail. Alors je sais bien qu'une grande partie d'entreprises ne sont plus à 35 heures. Enfin, pour le bien de la provocation du débat, c'est une question intéressante quand même. Et puis le troisième sujet, c'est les jours non travaillés. Nous sommes l'État en Europe où on a le plus de jours où on ne travaille pas. Ce qu'on appelle les fameux jours fériés, par exemple. Alors on sait bien qu'il y a des effets d'éviction, parce que les fonctionnaires, eux, ne travaillent pas quand même, et que du coup c'est toujours les mêmes qui bossent, et on voit bien la difficulté. Enfin, sans aller jusqu'à, même si je trouve que les propositions que tu fais peuvent être tout à fait intéressantes dans un débat. Alors le référendum, pourquoi pas, mais depuis la réforme de Philippe Séguin et de Jacques Chirac, on n'a jamais utilisé le référendum pour des sujets économiques et sociaux. Donc ça pourrait être très intéressant de l'utiliser pour ce genre de thème. En tout cas, ma question est donc, suppression d'une partie de l'impôt sur le revenu, ou tout l'impôt sur le revenu, c'est l'augmentation claire du salaire net des salariés sans toucher au modèle social. Et deuxième sujet, comment on travaille davantage pour augmenter le nombre de cotisations? Parce que ton raisonnement, il est très... il n'y a pas de dynamique économique au sens où on fait du calcul avec la photographie d'aujourd'hui, alors que ce qui est intéressant, c'est le film.